La Grèce archaïque. Cette époque de la Grèce antique, faite d'art et de mesure, de mathématiques. Cette époque aussi où apparurent peut-être les premières Jeux olympiques et avec pour représentation des vases aux figures noires et des athlètes sculptés et dessinés dans celles-ci. Dans ce monde fait d'art et de divination, il existait évidemment les mathématiciens et philosophes. Un en particulier, Pythagore, à la Grèce archaïque, cette période qui se trouve à la fin de l'Antiquité grecque. On est là au 6e siècle avant Jésus-Christ. Pythagore, de son nom des Samos, de la ville dont il est né, est une petite ville qui borde l'actuel ouest de la Turquie. À savoir, à l'époque, la Grèce occupait un territoire bien plus vaste et bien plus grand que celui que nous connaissons actuellement. La Grèce a véritablement fondé son nom, elle est même venue jusqu'en France et par ailleurs a fondé la ville de Marseille qui à l'époque s'appelait Massalia. Mais elle étendait son territoire non seulement en France et en Italie, mais également sur le bord ouest de l'actuelle Turquie. On voyage donc un petit peu vers la ville de Samos, qui est finalement une île qui borde cette côte, et on voit la région, comme par hasard, qui s'appelle la région de la Ionie, qui est le nom du mode ionien, donc la gamme de Do majeur qu'on connaît actuellement. Pythagore est donc né dans cette région qui porte le nom de cette gamme, comme par hasard. On peut voir d'autres régions comme la Lydie, le mode lydien, le mode de Fa, Éolide, et pour le mode éolien, la Phrygie pour le mode phrygien, le mode de Mi. Sur le continent grec, Locride pour le mode locrilien. Pythagore, au-delà d'être un mathématicien averti et un philosophe, vivait aussi dans un monde évidemment fait de musique. On est dans une époque où la musique a quand même eu le temps d'évoluer depuis la préhistoire. Et on est dans ce qu'on pourrait appeler un monde où la technologie est déjà très avancée. Pythagore, avec son esprit mathématique, s'est demandé est-ce qu'on ne pourrait pas mesurer ce qu'on entend à nos oreilles? Et il vit évidemment un instrument comme la lyre, qui serait sûrement à l'origine du tempérament qu'il va créer. La lyre qui est un instrument fait de cordes tendues au même principe que la harpe celtique, avec des cordes comportant différentes tensions et qui donnent naissance par conséquent à des hauteurs de notes différentes. Personnellement, la légende comme quoi il serait passé à côté d'une forge et aurait entendu des marteaux de différents poids qui créeraient des rapports d'intervalles différents, personnellement je n'y crois pas trop. Le fait qu'il ait simplement vu visuellement un instrument avec des tensions de cordes différentes entre deux morceaux de bois est quand même beaucoup plus probable pour un esprit mathématique et philosophe qui serait un peu sensible à la musique et à l'envie de comprendre, de percer comment les sons sont organisés pour arriver à nos oreilles et surtout à notre âme finalement, à notre esprit. C'est évidemment quelque chose de passionnant qui peut, à l'époque des Grecs, à l'époque de la fin de l'Antiquité, là quand même on est dans la Grèce archaïque, et ben ça peut quand même donner envie d'en apprendre pourquoi. Pythagore, il va donc réduire le concept de la lyre. On ne sait pas forcément si c'est la lyre qui lui a donné ça, il y a aussi la cithare, qui est un instrument de l'époque, néanmoins cette théorie paraît probable. Et avec la lyre, qui comportait plusieurs cordes, il décide de faire un instrument semblable à une corde qu'on va appeler le monocorde. Et sur ce monocorde, qui donc a une file reliée entre deux morceaux de bois qui sont collés à une caisse en bois, il va pouvoir faire résonner, grâce à cette caisse, corde vibratoire. Et comme la lyre, il va y appliquer des tensions différentes. Cette fois-ci, grâce au chevalet, qui va localiser géographiquement. Et c'est là qu'on va pouvoir voir la géographie des rapports d'intervalle, des hauteurs de notes qui changent en fonction de ce chevalet. Un chevalet mobile. On peut voir d'ailleurs ici que sur le monocorde de Pythagore, il y a des traits à différents endroits qui représentent différentes sections de la corde qui donnent en conséquence des hauteurs de notes différentes. Placé au milieu, comme on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, on obtient une corde qui est divisée en deux et dont la fréquence de vibration, si on joue une note d'un côté, va sonner une octave au-dessus. C'est là que Pythagore se rend compte du rapport 2/1 qui, pour plus tard, nous, musiciens du 2e millénaire et 21e siècle, allons donner naissance et allons la nommer octave. Cependant, Pythagore ne s'arrêta pas au rapport 2/1. Il se posait des questions sur d'autres rapports. Un rapport un petit peu plus irrégulier, c'est le rapport
3 sur 1. On peut voir par exemple l'inscription de traits un petit peu plus épais qui permettent de diviser la corde en 3 parties égales. Et encore à côté, des traits grands, plus fins, qui permettent de diviser en 4 parties égales, qui donnera naissance à la carte. Les traits épais sont pour la quinte en 3 parties et les grands traits pour la carte. Pythagore va donc donner naissance aux 3 intervalles justes les plus consonants qui sonnent à notre oreille en ce 6e siècle avant Jésus-Christ. Le principe est donc simple. Il met un chevalet à différents endroits de la corde, au milieu pour l'octave. Au tiers, du côté le plus long, il va obtenir la quinte, et du côté le plus court, mathématiquement, je vous laisse deviner quel est le rapport qu'on va obtenir, quelle note on va aussi obtenir du côté le plus court sur un rapport 1 tiers. Et ben, on obtient la moitié de la corde de gauche. Et si on divise par 2 la corde de gauche qui est égale à la quinte, on obtient donc la quinte, mais octavier, une octave au-dessus. De ces 2 rapports-là, Pythagore va se poser une question quand même. C'est, je pars d'une fréquence A, ensuite j'obtiens une fréquence B, l'octave. Entre 2, j'insère la quinte. Donc, de la fréquence A jusqu'à la quinte, j'ai un intervalle de quinte. Mais pour aller de la quinte à l'octave, quel est le rapport qui y existe? Le principe va être simple, il va donc étalonner la quinte. Il va donc réduire le monocorde jusqu'à obtenir la note qui constitue la quinte. Et il va simplement, avec un deuxième monocorde, tracer dans le prolongement le placement du nouveau chevalet sur le monocorde étalonné à la quinte. Et cette quinte, cette note qui constitue la quinte avec l'ancien monocorde, il va donc regarder la portion divisable qu'on obtient avec ce chevalet. Et il se rend compte qu'on obtient une corde divisée en 4 parties. Et la partie la plus longue permet d'obtenir la quarte. On a donc, pour aller de la note fondamentale jusqu'à l'octave qui peut se diviser en une quinte, un intervalle très pur, et la quarte qui est finalement l'inverse, qui est le renversement, aujourd'hui on appellerait ça, de la quinte. À l'époque des Grecs, on n'a évidemment pas ce symbole mathématique de fraction avec des barres de fraction. Un siècle et demi après Pythagore, on utilisait des lettres grecques en minuscules pour symboliser les chiffres. Mais à l'époque de Pythagore, on formulait. On disait c'est un rapport de 2 sur 1 en grec. Et on appelait ça des logos. Donc des rapports logiques qu'on donnait lieu. Mais donc il y avait une véritable formulation linguistique. Et on peut voir là qu'à l'époque, l'octave, finalement, dans notre langage actuel, pour nous, mortels du XXIe siècle, on pouvait d'un côté avoir la quinte fois la quarte pour obtenir l'octave. Je vous laisse faire le calcul. 3 fois 4 égale 12, 2 fois 3 égale 6, 12 sur 6. Si on simplifie la fraction, qu'on divise les deux, le numérateur et le dénominateur par 6, on obtient 2 sur 1, ce qui est donc l'octave. Voilà. De cet établissement de 3 intervalles justes, qui sont finalement logiques entre eux, complémentaires, un descendant qui va naître quelques décennies plus tard après Pythagore, du nom de Philolaos, va donner naissance à des nouveaux intervalles qui naissent de l'intervalle de quinte et malheureusement pas de l'intervalle d'octave. Donc il va donner naissance à un intervalle qui va mathématiquement, on verra après, satisfaire à la quinte mais pas satisfaire à l'octave. Et c'est cette problématique qui va mettre le bazar, qui va hanter tous les théoriciens pendant presque 2000 ans, quoi. C'est quand même assez fou. Si on revoit un petit peu géographiquement, on est là donc, cette fois-ci au 5e siècle avant Jésus-Christ. On peut observer Samos, qui est donc sur la côte ouest de l'actuelle Turquie. À la fin de sa vie, Pythagore va créer son école dans la ville de l'actuelle Italie, Crotone. Et quelques décennies après la mort de Pythagore, Philolaos va naître, et dans cette même ville, comme par hasard. D'où le nom de Philolaos des Crotones. À l'époque, il n'y a pas de nom de famille, on définit les personnes par leur ville de provenance. On a donc les 3 intervalles juste au 6e siècle avant Jésus-Christ avec Pythagore, et au 5e siècle avec Philolaos. Philolaos, il s'est dit, avant on a fait la quinte fois la quarte, donc 3 sur 2 fois 4 sur 3, il se dit, entre la quinte et la quarte, ce sont donc des intervalles par évidence pas égaux,
Il y a donc une différence entre la quinte et la quarte. Et une autre façon de mettre en évidence cet écart qu'il y a entre la quinte et la quarte, qui est finalement d'un ton pour les musiciens, on le sait, c'est aussi, au lieu de dire on fait la quinte moins la quarte, on peut mettre la quinte au carré, donc la multiplier par elle-même. Et évidemment, vu qu'on ne multiplie pas cette quinte par un intervalle tout juste plus petit, on va pas obtenir l'octave, on va arriver au-dessus de l'octave au rapport 9 sur 4. L'octave étant un rapport de 8 sur 4 ou 2 sur 1 par équivalence. Et 9 sur 4 est donc supérieur à l'octave. Et Philolaos se dit on a quand même un rapport extrêmement rond. On est au-dessus de l'octave. J'aimerais bien quand même voir que fait ce rapport par rapport à la fondamentale. Il va donc ce 9/4 le diviser par 2 pour le ramener à l'intérieur de l'octave. On va le diviser par 2, donc 9 divisé par 2 ça fait 4,5, on aurait donc 4,5 sur 4. Si on arrondit la fraction, on multiplie les deux chiffres par 2, on obtient 9 sur 8. De do ré qui est donc l'intervalle obtenu en multipliant la quinte par elle-même, on obtient le do ré une octave en dessous et qui lui s'insère entre le do 1 et le do 2 sur 1, donc à l'intérieur de l'octave. De là, Philolaos va se dire ok, j'ai donc une unité d'intervalle qui est quand même plus petite que la quarte et que la quinte. Est-ce que si je joins chacun de ces 9/8, de ces tons, tonos à l'époque, les uns à côté des autres, est-ce que je n'obtiendrai pas la quarte? Il va donc joindre 9/8 fois 9/8, et il va se rendre compte que pour arriver à la quarte, il n'y a pas 9/8. Il y a un intervalle qui manque, c'est le rapport 256 sur 243, qui est notre actuel demi-ton diatonique. Voilà, mi, fa et si, do. Qui est en fait un rapport assez simple, donc on n'est pas là dans des idées métaphysiques transcendantes en mathématiques, on est sur des rapports quand même encore assez ronds. Donc là, il arrive à définir la carte en 3 parties, 9/8, multiplié par encore une fois 9/8, et un reste de 256-243. Pour les musiciens, vous voyez l'histoire de nos actuelles gammes. Il va donc déterminer cette suite de 3 intervalles entre 4 notes qui définira l'actuel tétracorde. Il va faire la même chose pour la quinte, ça va donner naissance au pentacorde, et il peut voir là-dedans qu'on arrive à avoir 9/8 3 fois et 256-243. Encore une fois. C'est donc là un peu de ce jeu dont on a du mal à trouver des explications. Là, je vous fais des suppositions sur le mécanisme qu'a eu Philolaos, mais c'est celui que je trouve actuellement le plus plausible. Mais à l'époque, on était chez des personnes qui datent, qui n'avaient pas du tout la même hygiène de vie, du tout les mêmes gènes. Du coup, ils devaient certainement avoir des inspirations et des pensées un peu différentes, voire même un peu plus évoluées que les nôtres. Et ils ont vu que pour faire de la musique, en fonction de ce que se faisait naturellement, sur les tensions de cordes qu'il y avait sur les instruments comme la lyre, finalement on entendait des rapports de 9/8 et de 256 sur 243. Donc finalement, ceci est né de la conséquence de l'accordage naturel qu'ont fait les musiciens à leur instrument. Et Philolaos et Pythagore n'ont finalement fait qu'une explication illustrative, mathématique, de ces rapports d'intervalles. On a donc là, avec un tétracorde joint à un pentacorde, la démonstration mathématique de la gamme diatonique. Diatonique, dia qui veut dire au travers, tonique, les tons, donc au travers des tons, dia comme diagonale. Hein. Donc on fait une gamme qui est composée de tons qui traversent les tons, tout simplement. Donc là, on a le tétracorde joint au pentacorde, qui est donc 5, 9, 8, avec 2, 256, 243. Qui, tous les 7, on va dire, sont à l'intérieur de l'octave. On a donc vu Pythagore, l'inventeur des 3 intervalles justes, Philolaos, qui à partir de la quinte et pas de l'octave, on le verra, a créé le tétracorde et le pentacorde, et donc l'intervalle du ton et du demi-ton diatonique, et a donc inventé la gamme diatonique. Je vulgarise, on dirait pas qu'il a inventé la gamme diatonique, mais par conséquent, c'est lui qui a fait le plus gros travail. Donc pour moi, il a largement inventé la gamme diatonique.
Et au IIIe siècle avant Jésus-Christ, on saute donc 2 siècles, on a un autre descendant de la tradition pythagoricienne, donc des connaissances de Pythagore et de Philolaos, qui est un grand mathématicien connu, Euclide. Lui, Euclide, il s'est dit, on a quand même 5, 9, 8 et 2, 256, 243. Ça serait bien que 256, 243 au carré, donc multiplié l'un par l'autre, ça donne 9, 8. Ça me permettrait de dire que dans une octave, il y a 6 tons, il y a 6 fois 9, 8. Ce serait quand même incroyable. Sauf que, non, parce que l'intervalle 9, 8, comme le 256, 243, n'est pas né de l'octave. Il ne satisfait donc pas à l'octave. Il est né du rapport de quinte au carré. Et c'est là que ça va poser un problème jusqu'à la naissance du tempérament égal bien plus tard. Ce petit écart qu'il va y avoir entre 256 et 243 au carré et le rapport 9-8, c'est ce qu'on va appeler le comma pythagoricien. 256-243 au carré, ça fait la fraction que je vous ai donnée, 65 536 sur 59 049, qui est un intervalle plus petit que 9-8, que le tonos, que le ton. Le ton qui est aujourd'hui à peu près, c'est pas exactement 9-8 notre ton actuel, mais c'est pas loin. On a donc là des chiffres quand même assez ronds, assez entiers qu'on arrive à fractionner. Ça reste encore assez merveilleux, mais on voit que plus ça avance, plus ça se complexifie, et tout n'est pas symétrique. Et c'est le problème de toute façon des mathématiques. Pour expliquer la physique, on n'a jamais des choses parfaitement symétriques. Le tonos, donc constitué de 9-8, n'a pas su satisfaire au lima au carré. Le lima qui est notre demi-ton diatonique qu'on appelait à l'époque lima. Ce 256 par 243. Le petit écart, comme je viens de vous le dire, qu'il y a entre le 9-8 et le 256-243 au carré, c'est le comma pythagoricien. C'est cette distance qui a donné le tournis à beaucoup de mathématiciens et musiciens dans le temps. Ce petit comma qu'on vient joindre au lima va donner naissance à notre actuel demi-ton chromatique qui n'est autre que l'apotome. L'apotome, qui est donc le lima avec le multiplié par le comma pythagoricien, cet ensemble multiplié par le lima va donner naissance au tonos. Mais on a donc la naissance ici avec Euclide de 2 types de demi-tons. Et donc comme je vous ai dit dans la précédente vidéo sur les 3 tempéraments, le demi-ton chromatique n'est pas plus petit comme on peut le voir, il est bien plus grand. L'apotome, le demi-ton chromatique, est donc le lima avec le comma pythagoricien, multiplié par le demi-ton diatonique, cela donne le tonos, le ton. Euclide donc a mis en évidence une problématique qui n'est pas tant une problématique avec les instruments de l'époque comme la lyre, qui serait une harpe celtique. Néanmoins, lorsqu'il donne naissance à un deuxième type de demi-ton, il donne naissance à la gamme chromatique, l'air de rien. Le demi-ton chromatique, do, do dièse, fa, fa dièse, ré, ré dièse va naître. Grâce à Euclide, la gamme chromatique naît. Néanmoins, dès qu'on va vouloir moduler en différentes tonalités, ou qu'on va vouloir jouer un morceau qui est dans une tonalité bien éloignée d'un morceau joué précédemment avec le même instrument, on va arriver à des problématiques. La naissance de ces 2 types de demi-tons ici va pouvoir mettre en évidence quelque chose, c'est qu'après, dans les années 1500-700, lorsqu'il va y avoir la facture de clavier, on va vouloir utiliser les 12 intervalles, les 13 notes de la gamme, enfin les 12 notes de la gamme, 12 notes différentes. Sauf que lorsqu'on va vouloir à un moment être en do majeur, à un autre moment être en si majeur, do dièse majeur, ré dièse majeur, etc., par en harmonie ré dièse majeur, c'est mi bémol majeur, et on va se rendre compte qu'il va y avoir des problèmes, car la problématique de ce rapport 9-8 et de ce demi-ton diatonique chromatique qui en découle, c'est qu'ils sont nés de la quinte et pas de l'octave. Et lorsqu'on fait une suite de 12 quintes, lorsqu'on démarre d'un point A pour faire s'enchaîner des quintes justes, et qu'on démarre de ce même point A pour faire s'enchaîner des octaves, la suite de quintes et la suite d'octaves vont se rejoindre au même point, au Do. Ils ont démarré d'un Do, ils vont arriver à un Do qui se trouve cette octave, ou 12 quintes plus loin. Et le problème, c'est que 12 quintes ne sont pas égales à 7 octaves. 12 quintes sont plus grands que 7 octaves. Et c'est cette problématique qui va naître lorsqu'on va vouloir moduler
dans des tonalités éloignées, ou qu'on va vouloir jouer avec un même instrument. Ça va, Bach, avec son orgue, il n'a pas que ça à faire de changer les tuyaux pour les réaccorder. Hein. Et il veut jouer, d'ailleurs, le clavier bien tempéré dans toutes les tonalités sans avoir à changer les tuyaux ou même à réaccorder un clavecin tout le temps. Parce qu'avec la facture pour clavier, on n'est plus sur des cordes tendues avec des simples gammes de Do majeur, si je vulgarise un peu. On a la véritable gamme chromatique qu'Euclide a mise en évidence il y a de là presque 2 millénaires auparavant. Et ce léger écart où on va voir qu'à la fin, 12 quintes sont supérieures à 7 octaves, c'est exactement la même distance qu'il va y avoir entre un ton, tonos 9-8, et un lima au carré. C'est ce coma pythagoricien. La dernière quinte, si on la regarde bien, est trop grande, un coma pythagoricien, par rapport au do parvenu grâce à 7 octaves. La fréquence donc fondamentale, exposant 7 octaves plus loin, est donc inférieure d'un coma pythagoricien. La dernière quinte, donc, pour qu'elle atterrisse parfaitement sur le do qu'on connaît, a dû être raccourcie et ça fait une quinte trop petite qui s'appelle la quinte du loup. Alors cet écart, finalement, on peut l'insérer dans une autre quinte. Et à abaisser la note la plus grave ici, le mi dièse, on pourrait l'abaisser d'un demi-ton, ce qui le rapprocherait du la dièse. Et donc, la quinte du loup, on pourrait l'insérer à n'importe quel endroit. Mais ça reste assez embêtant lorsqu'on arrive dans la facture de clavier et qu'on veut jouer dans plein de tonalités différentes. Ou qu'après, on va pouvoir mettre une harpe celtique, on souhaite la faire passer à pédale. Et on a besoin d'un tempérament égal, de ne pas avoir cette quinte fausse sans arrêt. Parce que si on prend le cycle des quintes juste comme ça, en partant de do à do et pas d'une autre note, la problématique ici qui va se poser va apparaître par exemple à partir de do dièse majeur et toutes les notes qui vont suivre. Do dièse majeur qui est comme ré bémol majeur, je le rappelle. La gamme de do dièse majeur, elle comporte bien du ré dièse, donc là on est encore sur un rapport 3/2, on n'est pas à la dernière quinte. On a du mi dièse, du fa dièse, du sol dièse, du la dièse, et on a du si dièse qui part en harmonie, et notre do bécard. Sauf que notre do bécard est trop petit. Il doit ressembler au do qu'on a eu tout au début du cycle des quintes. Il est donc égal au do exposant 7, et pas au do exposant 7 multiplié par un coma pythagoricien. Donc il est faux. Et c'est donc à partir de ce do dièse que là, on a do dièse majeur, qu'on a donc des problèmes. Et que l'intervalle mi dièse, si dièse va être trop petit et va sonner assez faux. Vous pouvez transposer ce principe dans plein de gammes en faisant le cycle des quintes ou des octaves à partir d'une autre note que do. Vous verrez qu'on aura toujours un problème à partir de la 8e note. Ici, pour do, la 8e note, c'est le do dièse. Donc aussi un problème pour sol dièse, pour ré dièse, pour la dièse et pour mi dièse qui part en harmonie et fa. À savoir que ici, dans le cycle des quintes, le fa n'est pas le mi dièse. Le fa, c'est la note qui compose la carte de Philolaos. Donc, c'est pas ce mi dièse qu'on a inséré, qu'on a descendu de plusieurs octaves pour l'insérer dans la gamme. Le fa, de toute façon, y était déjà. Do, fa, do, et entre ces trois notes, on va venir insérer le ré, le mi, le sol, le la et le si. Et les autres notes chromatiques vont permettre de créer la gamme chromatique à partir d'Euclide. Cette problématique où 12 quintes est donc supérieure à 7 octaves ne pose pas problème lorsqu'on est à des instruments comme la sitar ou la lyre. Néanmoins, dès qu'on veut avoir plus de notes et qu'on ne veut pas réaccorder à chaque fois son instrument pour l'instrument pour clavier, on va avoir besoin d'un autre tempérament, et c'est ce qu'on verra, c'est le tempérament égal qui fera l'objet d'une autre vidéo, pas la prochaine mais celle d'après. Mais quand on a déjà commencé à exposer le principe dans la vidéo précédente, la vidéo sommaire. Si on résume, là on arrive à la conclusion, on a donc Pythagore qui fait naître les trois intervalles les plus consonants de notre oreille, de la physique finalement, qu'on a réussi à découvrir. Au 5e siècle, on a donc Philolaos qui, à partir de la quinte, mais pas de l'octave, va faire naître le rapport 9-8, le ton et le demi-ton diatonique. Et Euclide qui lui va continuer un peu le sale boulot qu'a donné Philolaos et Pythagore en disant mais ton rapport 9-8 il doit être complété par un autre rapport si tu veux y insérer ton lima, ton 256-243, et donc il va y insérer un deuxième type de demi-ton. Et c'est là que va naître le demi-ton chromatique et la problématique
pas encore gênante, mais plus tard gênante, de l'inégalité entre 12 quintes et 7 octaves, ou de l'inégalité entre 6 tons et une octave, ou encore de l'inégalité entre un ton et 2 limas. C'est le problème qui va naître. Pour finir, je vous ai fait donc un résumé des 3 gammes les plus importantes à retenir qui découlent de l'art pythagoricien. On a la gamme diatonique de Philolaos, 9-8, 9-8, donc l'intervalle qu'il y a entre toutes les normes de la gamme naturelle, la gamme ionienne, le mode ionien. On le rappelle, c'est la région qui borde l'île où est né Pythagore, dans l'ancienne Grèce. La gamme chromatique d'Euclide, avec les 2 types de demi-tons qui sont encore des fractions assez rondes. Et enfin, tous les intervalles dans la gamme diatonique qui naissent à partir de la tonique Do. De Do à Ré, on a le rapport 9-8, le ton de Philolaos. Et de la recherche de ces mathématiciens, entre Do et Mi, il va y apparaître le rapport 80/64 qui, on verra dans le tempérament mésotonique, donnera naissance au rapport 80/64. On va venir ici un petit peu abaisser la tierce pour qu'elle soit d'un rapport 5-4, car 80/64 c'est égal à un rapport de 5-4. Ça permet d'obtenir une tierce majeure Do-Mi beaucoup plus pure et juste. Ça va être la problématique du tempérament mésotonique, une problématique qui va apparaître au 15e ou 16e siècle. Après Jésus-Christ, évidemment, avec Pietro Aron et Gioseffo Zarlino, et d'autres théoriciens, évidemment, où ils vont chercher à obtenir des tierces majeures plus pures, parce qu'on commence à avoir un désir. Juste après, dans les quelques décennies plus tard avec Bach, on va découvrir la verticalité du langage musical et non plus l'horizontalité, le contrepoint, la superposition des mélodies. On va chercher à construire des accords très beaux qui sont chargés de sens, où on entend les notes en même temps, et tout est des accords qui s'enchaînent les uns après les autres. Et pour cela, on a envie de se concentrer sur ces tierces, sur ces valences émotionnelles à l'intérieur des accords. Et pour ça, on va chercher à les ajuster et à abaisser d'une unité, là, le numérateur de 80, on va passer à 80/64. Ça va permettre d'obtenir des tierces plus justes, mais au détriment des quintes, évidemment. Néanmoins, avec l'époque de Pythagore, la quarte, elle, n'a pas bougé. Ça vient de Pythagore. On est sur du 4-3. La quinte, pareil, pas bougé, 3-2. Par conséquent, ici, si après la quinte, on rajoute 9-8, on obtient le rapport 27/16. Et la 7e majeure, le rapport le plus fourni, 243/128. Et enfin, notre plus ancien papa, plus ancien patriarche, l'octave 2/1. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai passé beaucoup de temps à la mettre en place. Il me reste encore à faire des derniers réglages pour que vous ayez un truc idéal, parfait. Si vous avez des remarques et des trucs que j'aurais pas assez vu encore, j'ai pas mal étudié pour en arriver à cette vidéo, et il m'est arrivé beaucoup de connaissances en plus que j'ai pas forcément abordé parce qu'on n'a pas le temps, parce que la vidéo est déjà très longue. Néanmoins, elle est aussi longue parce que c'est quand même un bloc de la musique très important à voir, et je voulais que vous ayez la suite des mécanismes, les uns directement à la suite des autres, pour former une seule information, une seule unité sémantique, j'ai envie de dire une seule unité de connaissance qui s'imbriquent les uns logiquement par rapport aux autres. Voilà, j'espère qu'il y a tout pour comprendre l'essentiel du coma pythagoricien. J'oubliais, voilà, je vais vous mettre dans la description des liens très intéressants, notamment ceux où on peut, sur le site de la Cité de la musique de Paris, où on peut entendre les notes. Il suffit d'appuyer, si vous faites dérouler un peu le curseur, la page jusqu'en bas, vous allez voir qu'on peut, en fonction du rapport 3-2, en fonction du rapport 4-3, faire écouter le Do, la quarte, la quinte, en appuyant dessus, enfin, et tout ça sur un monocorde dessiné. Donc vous appuyez, vous cliquez sur la corde du monocorde avec le chevalet volubile, et vous pouvez entendre la quarte et la quinte très pure de l'époque. Je vais également vous mettre un lien avec la gamme pythagoricienne de Pythagore qui vous permettra d'écouter tout ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Au programme, le mésotonique. J'espère qu'on a vu assez d'histoire là-dedans. C'était important de voir l'histoire et surtout le schéma de pensée logique des Grecs, des savants grecs de l'époque,
pour comprendre comment on en est arrivé là. Ceci qui peut peut-être inspirer à créer de nouveaux tempéraments, mais il y en a d'autres qui existent. Les rapports 9-8 ne sont pas forcément agencés comme ça, par rapport aux 256-243. Mais il y a aussi d'autres rapports qui sont nés, et plein d'autres systèmes sont nés également. Parce qu'on a toutes les gammes qui sont nées à partir de ces rapports de deux types de demi-tons et de tonos. Les gammes de Messiaen, la gamme andalouse, tous les modes naturels qu'on connaît. Mais il existe d'autres modes qui sont nés avec des rapports différents, avec des théoriciens qui ont fait des rapports, des fractions différentes, qui ont défini le ton pas par un rapport 9-8, mais par un autre rapport. C'est ça qui est très intéressant et qui permet donc de donner des émotions différentes à la musique, de jouer un même morceau mais avec des rapports différents. Voilà. Donc le monde de la composition et même des bases de la composition reste à explorer. La logique de la physique et du lien entre elle et notre esprit reste encore à démontrer. Ça fera l'objet évidemment de cette série. Sur ce, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à dire ce qui vous ferait plaisir sur cette chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt. Profitez-en.